Nous vivons une époque paradoxale, où l'ambition d'un contrôle total coexiste avec des preuves croissantes de sa futilité. Gouvernements, entreprises, et même mouvements sociaux aspirent à architecturer la réalité, à façonner les destins collectifs à travers de grands plans et des interventions massives. Le récit dominant célèbre la puissance de la volonté humaine organisée, la capacité de prévoir, de diriger et d'optimiser des systèmes complexes depuis un point de commande central. Nous applaudissons l'ingénierie sociale, la gestion macroéconomique, les réglementations minutieuses, comme s'il s'agissait de manifestations univoques de progrès et de rationalité. Pourtant, sous la surface de cette foi quasi religieuse dans la planification, palpite une vieille angoisse, le soupçon que quelque chose de fondamental échappe à ces schémas. L'échelle et la complexité même des systèmes que nous tentons de maîtriser ne contiennent-elles pas les germes de leur propre échec ? Dans notre quête d'un ordre imposé, n'ignorons-nous pas une forme d'organisation plus résiliente et adaptable, qui émerge spontanément des interactions individuelles? La figure de Friedrich August von Hayek, lauréat du prix Nobel d'économie et de philosophie, se dresse comme un phare défiant dans ce brouillard de certitude. Son œuvre, souvent mal comprise ou caricaturée, offre une critique dévastatrice de la fatale arrogance du constructivisme rationaliste, la croyance que nous pouvons concevoir et contrôler la société comme un ingénieur conçoit une machine. Hayek n'était ni un anarchiste naïf ni un partisan aveugle du laisser-faire. Sa préoccupation centrale était la nature et les limites de la connaissance humaine dans les contextes sociaux. Il a argumenté avec une obstination quasi obsessionnelle que les informations nécessaires à la coordination efficace d'une économie moderne ou de tout système social complexe n'existent pas sous une forme concentrée dans un seul esprit ou un comité central. Au contraire, elles sont irrévocablement dispersées, fragmentées, souvent tacites et contextuelles, ancrées dans les expériences, les attentes et les adaptations locales de millions d'individus. Tenter de remplacer ce processus décentralisé de découverte et d'ajustement, ce qu'il appelait l'ordre spontané, catalysé par le système de prix dans une économie de marché, par un plan central serait non seulement inefficace, mais fondamentalement impossible. Cela mènerait inévitablement à une mauvaise allocation des ressources, à la stagnation, à une perte de liberté, et finalement, à l'effondrement de l'ordre même que l'on cherchait à créer. Cette introduction n'a pas pour seul but de revenir à Hayek, mais plutôt d'utiliser son cadre analytique comme une lentille pour examiner la fragilité inhérente des États géants, non seulement les nations, mais toutes les structures de pouvoir excessivement centralisées qui tentent de microgérer la complexité. Nous poserons la question, quel est le véritable secret de leur instabilité chronique? Est-ce la corruption, l'incompétence, l'idéologie? Ou peut-être quelque chose de plus profond, un défaut épistémique intrinsèque, une incapacité fondamentale à faire face à la réalité de l'information dispersée, comme le postulait Hayek? Nous explorerons comment cette impossibilité du calcul économique dans les systèmes centralisés se manifeste non seulement dans l'économie, mais dans diverses sphères de la vie sociale et politique, sapant la résilience et la capacité d'adaptation. Nous remettrons en question l'idée que plus de contrôle est toujours la réponse, suggérant que la véritable sagesse pourrait résider dans la culture des conditions dans lesquelles les ordres auto-organisés peuvent prospérer. Préparez-vous à un voyage qui démolit les mythes et révèle les dynamiques cachées qui vouent à l'échec les projets de contrôle total, ouvrant la voie à une compréhension plus humble, peut-être, plus efficace de la manière dont la prospérité et la liberté peuvent coexister dans un monde inévitablement complexe. Les racines de la pensée de Hayek plongent profondément dans le terreau fertile mais tumultueux du Vienne du début du XXe siècle, un creuset intellectuel où bouillonnaient les débats sur le socialisme, le libéralisme et l'avenir de l'ordre économique. Ayant été témoin de l'hyperinflation dévastatrice en Autriche après la Première Guerre mondiale, puis des horreurs du totalitarisme en Allemagne et en Russie soviétique, Hayek a développé une sensibilité aiguë au danger de la concentration du pouvoir et de la tentative de soumettre la vie économique et sociale à un plan central. Son éducation précoce sous la tutelle de Ludwig von Mises, un autre géant de l'école autrichienne d'économie, a été cruciale. C'est Mises qui a formulé de manière percutante le problème du calcul économique socialiste dans son essai fondamental de 1920, arguant qu'en l'absence de propriété privée des moyens de production, et par conséquent d'un véritable système de prix reflétant la rareté relative des biens capitaux, un organe de planification centralisé serait incapable de prendre des décisions rationnelles concernant l'allocation des ressources. Sans prix de marché pour les facteurs de production, il n'y aurait aucun moyen de comparer les coûts des différentes méthodes de production ni de déterminer quels biens finaux sont les plus désirés par les consommateurs. La planification centrale, concluait Mises, serait non seulement inefficace, mais mènerait à un chaos planifié. Hayek, initialement attiré dans sa jeunesse par des idées socialistes modérées, fut profondément touché par l'argument de Mises. Cependant, il poussa cette critique un cran plus loin, déplaçant l'accent principal du manque de prix vers un problème encore plus fondamental.
la nature dispersée et tacite de la connaissance essentielle à la coordination économique. Dans son essai le plus célèbre, L'utilisation de la connaissance dans la société, 1945, Hayek soutenait que le défi central de tout système économique n'est pas simplement l'allocation de ressources données, comme si toutes les informations nécessaires étaient à la disposition d'un planificateur omniscient, mais plutôt comment assurer la meilleure utilisation d'une connaissance qui, dans son ensemble, n'est donnée à personne. Cette connaissance comprend non seulement des données scientifiques ou techniques, mais aussi, et surtout, la connaissance des circonstances particulières de temps et de lieu, des informations sur les besoins locaux, les opportunités fugaces, les compétences spécifiques et les adaptations contextuelles que seules possèdent les personnes directement impliquées. Aucun planificateur central, aussi bien intentionné soit-il et quelle que soit sa puissance de calcul, ne serait capable de rassembler et de traiter cette masse d'informations vaste, dynamique et souvent tacite. Dans ce contexte, le système de prix n'est pas seulement perçu comme un mécanisme d'allocation, mais comme un système de communication extraordinairement efficace, un moyen de transmettre des informations condensées et essentielles sur la rareté relative et les préférences, permettant à des millions d'acteurs, chacun doté d'une connaissance limitée, de coordonner leurs actions de manière décentralisée et largement inconsciente, comme guidés par eux. Main invisible. Cette évolution de l'argument, de l'impossibilité du calcul, mise à la dispersion irréductible de la connaissance, Hayek, a constitué une avancée décisive, fournissant une base épistémique plus solide pour la critique de la planification centrale et la défense des ordres spontanés. Pour Hayek, l'ordre du marché n'est pas le produit d'un projet intentionnel, mais un exemple des ordres spontanés ou de cosmos, semblables au langage ou au droit coutumier, qui émergent organiquement des interactions d'individus respectant certaines règles générales de conduite, tels que le respect de la propriété et des contrats, sans qu'il soit nécessaire que quiconque comprenne ou contrôle le modèle général qui en résulte. En revanche, les tentatives d'imposer un ordre créé ou une taxi, comme une armée ou une bureaucratie, par des commandements spécifiques, sont vouées à des limitations dans leur complexité et leur capacité d'adaptation, précisément en raison de leur dépendance à la connaissance limitée des planificateurs. Cette distinction entre cosmos et taxi est devenue centrale dans son œuvre ultérieure, notamment dans Droit, législation et liberté, où il a appliqué cette analyse non seulement à l'économie, mais aussi au système juridique et politique, arguant que la liberté individuelle s'épanouit le mieux dans un régime de lois générales et abstraites qui permettent la formation d'ordres spontanés, plutôt que dans une législation discrétionnaire qui tente de diriger des résultats spécifiques. La trajectoire intellectuelle de Hayek constitue ainsi un voyage progressif d'approfondissement de la compréhension des limites de la connaissance humaine et du potentiel d'auto-organisation sociale, un voyage qui l'a conduit d'une critique technique du socialisme à une philosophie sociale globale qui remet en question les fondements du rationalisme constructiviste, dominant et toujours dominant. Une grande partie de la pensée moderne sur la gestion et l'organisation sociale. L'un des aspects les plus insidieux et puissants qui soutiennent la persistance des systèmes centralisés malgré leurs défauts récurrents est la manière dont ils se masquent en naturel ou inéluctable. Ce camouflage opère à plusieurs niveaux, depuis des présupposés culturels profondément enracinés jusqu'au langage même avec lequel nous décrivons l'ordre social. Nous avons tendance à anthropomorphiser la société, à l'imaginer comme un organisme unifié avec une volonté unique ou un objectif collectif qui doit être formulé et mis en œuvre par une autorité centrale. L'idée même de gouvernement, comme cerveau directeur, responsable de la conduite du corps social, est si profondément ancrée dans notre pensée que la remettre en question semble presque absurde. Cette métaphore organiciste, bien qu'utile dans certains contextes, obscurcit la réalité que la société est composée de millions d'individus avec leurs propres plans, connaissances et valeurs, et que l'ordre social émerge non d'un commandement central, mais d'un réseau complexe d'interactions entre eux. La centralisation apparaît dans cette image mentale comme une forme d'organisation logique et mature, tandis que la décentralisation et la spontanéité sont souvent perçues comme chaotiques, primitives ou insuffisantes pour faire face aux défis modernes. Pensons au langage, nous parlons de gérer l'économie, de diriger la société, de contrôler l'inflation, comme s'il s'agissait de tâches analogues au pilotage d'un avion ou à l'utilisation d'une machine. Cette terminologie renforce l'illusion de contrôle et de prévisibilité, ignorant la nature fondamentalement incertaine et non coordonnée du processus social. L'existence même de vastes bureaucraties étatiques, avec leurs organigrammes complexes, leurs plans quinquennaux et leurs batteries d'indicateurs, crée une aura de compétence et de nécessité. La visibilité de la structure centralisée contraste avec la relative invisibilité des processus de marché et des ordres spontanés. Il est facile de désigner un ministère ou une agence de régulation comme la cause d'un résultat particulier, bon ou mauvais, tandis que la coordination décentralisée opérant via le système de prix ou les normes sociales est beaucoup plus difficile à visualiser et à attribuer. Cette asymétrie de visibilité conduit à un biais cognitif en faveur de l'intervention et de la planification. Lorsque quelque chose ne va pas, la réaction instinctive est de réclamer plus de régulation,
plus de contrôle central, au lieu de se demander si la tentative même de contrôle n'était pas la cause du problème ou s'il n'existe pas des mécanismes décentralisés plus efficaces qui sont étouffés. De plus, la centralisation est souvent présentée comme la seule solution aux problèmes complexes nécessitant une action collective, telle que la protection de l'environnement, la sécurité publique ou la réduction des inégalités. On argue que seule une autorité centralisée possède l'autorité, les ressources et la vision à long terme nécessaires pour relever ces défis. Bien que la coordination soit effectivement nécessaire, ce récit ignore ou minimise commodément la possibilité de solutions décentralisées, qu'elles soient basées sur des droits de propriété bien définis, comme dans le cas de la gestion des biens communs par les communautés locales, étudiée par Elinor Ostrom, sur des mécanismes de marché, comme les marchés de quotas d'émissions de carbone, ou sur des initiatives volontaires de la société civile. La centralisation est vendue comme la seule voie réaliste, devenant une prophétie autoréalisatrice, en étouffant ou en entravant les alternatives décentralisées, elle renforce la perception de sa propre nécessité. Cette naturalisation de la centralisation est en outre renforcée par des intérêts particuliers. Les bureaucrates, les politiciens et les groupes d'intérêts qui bénéficient du statu quo ont une forte motivation à perpétuer la croyance en la nécessité et l'efficacité du contrôle central. Ils façonnent le récit public, financent des recherches prouvant le besoin de leurs interventions et résistent aux réformes qui pourraient réduire leur pouvoir ou leur importance. La complexité des réglementations et des processus décisionnels centralisés crée également des barrières à l'entrée pour des solutions alternatives et entrave le contrôle public, renforçant l'apparence que les experts au centre savent ce qui est le mieux. Par conséquent, le masquage de la centralisation comme naturelle ou inéluctable n'est pas seulement une erreur cognitive accidentelle, mais un phénomène multidimensionnel, soutenu par des métaphores culturelles, des biais linguistiques, des asymétries de visibilité et de puissants intérêts. Démasquer cette illusion est une étape cruciale pour reconnaître la validité et le potentiel des ordres spontanés et pour remettre en question la fatale arrogance qui anime tant de projets d'ingénierie sociale. Il s'agit de comprendre que l'absence d'un planificateur central visible ne signifie pas l'absence d'ordre, mais la présence d'un autre ordre, plus complexe, adaptatif et, en fin de compte, plus conforme à la nature dispersée de la connaissance humaine. La tension entre l'ordre imposé par la centralisation et l'autonomie individuelle et collective est l'un des thèmes les plus critiques et récurrents de l'analyse de Hayek. Pour Hayek, la liberté de l'individu n'est pas seulement une valeur morale souhaitable en soi, mais une condition fondamentalement fonctionnelle pour la prospérité et le progrès d'une société complexe. C'est précisément parce que la connaissance essentielle est dispersée et souvent tacite que les individus ont besoin de la liberté d'utiliser leurs propres informations et compétences dans la poursuite de leurs propres objectifs. Lorsque l'autorité centrale tente de dicter les objectifs et les moyens, elle ne viole pas seulement la dignité de l'individu, mais gaspille également la ressource la plus précieuse de la société, la connaissance dispersée. L'autonomie de l'individu, en ce sens, est la clé du processus de découverte qui alimente l'adaptation et l'innovation. Chaque personne, agissant sur la base de sa connaissance locale et de ses attentes, contribue à une vaste expérience sociale, testant des hypothèses, trouvant des niches, signalant des besoins et révélant des opportunités qu'aucun planificateur central ne pourrait prévoir. Le système de prix, comme nous l'avons vu, fonctionne comme un mécanisme d'agrégation et de transmission de ces informations dispersées, permettant une coordination sans contrainte centrale. Tenter de remplacer cette coordination spontanée par un plan intentionnel limite inévitablement la portée de l'action individuelle. Les règles deviennent plus détaillées et impératives, au lieu d'être générales et abstraites. Les décisions concernant ce qu'il faut produire, comment produire, ou travailler, quoi consommer, sont progressivement transférées de l'individu à l'autorité centrale. Même si ce transfert s'opère au nom du bien commun ou de l'efficacité, le résultat final est une réduction de l'espace dans lequel l'individu peut exercer son jugement et sa responsabilité. Cette érosion de l'autonomie n'est pas seulement une question de liberté personnelle, mais a de profondes conséquences systémiques. En limitant la capacité des individus à expérimenter et à s'adapter, la centralisation étouffe l'innovation et la capacité de la société à réagir au changement. Elle rend le système plus rigide, plus fragile et moins apte à faire face à l'inattendu. La diversité des plans et des actions individuelles, qui est la source de la résilience dans un ordre spontané, est remplacée par l'uniformité imposée par un plan central. De plus, la concentration du pouvoir décisionnel au centre crée une dépendance psychologique et matérielle. Les individus perdent l'habitude de prendre des initiatives, de résoudre les problèmes localement, de prendre des risques. La responsabilité est externalisée vers l'État ou l'autorité centrale. Cela peut conduire à une culture de passivité, de revendication et de recherche de privilèges, rent-seeking, au lieu d'une culture d'entreprise, de coopération volontaire et de responsabilité mutuelle. L'autonomie collective est également compromise. Bien que la centralisation puisse apparaître comme un moyen de réaliser la volonté collective, dans la pratique, elle signifie souvent l'imposition de la volonté d'une minorité, planificateurs, politiciens, bureaucrates, à la majorité. Les décisions prises au centre reflètent rarement la diversité des préférences et des valeurs existant dans la société. Les groupes locaux, les communautés et les associations volontaires perdent leur capacité d'autogouvernance et de trouver des solutions adaptées à leurs circonstances spécifiques.
Le principe de subsidiarité, le principe selon lequel les décisions doivent être prises au niveau le plus bas possible, est violé, ce qui conduit à des solutions standardisées et inadéquates. Un exemple général illustrant ce phénomène se trouve dans les systèmes de planification urbaine excessivement centralisés. Lorsqu'une autorité centrale dicte rigidement l'affectation des sols, les normes de construction et les infrastructures pour toute une ville, elle ignore la connaissance locale des résidents concernant leurs besoins de voisinage, les flux de circulation réels, les opportunités de petites entreprises ou les dynamiques sociales spécifiques de chaque quartier. Le résultat est souvent des projets urbains dysfonctionnels, des quartiers morts, des embouteillages inattendus et une incapacité à adapter l'environnement bâti aux besoins et aux technologies changeantes. En revanche, les villes qui permettent plus de flexibilité et d'expérimentation locale, où les règles sont plus générales et permettent l'émergence de solutions ascendantes, bottom-up, sont généralement plus dynamiques, résilientes et adaptées aux besoins de leurs habitants. L'autonomie des individus et des communautés locales dans la formation de leur propre environnement, dans le cadre de règles générales, génère un ordre urbain plus riche et plus fonctionnel que n'importe quel plan directeur imposé d'en haut. Ainsi, l'impact de la centralisation sur l'autonomie individuelle et collective est profond et multiforme. En limitant la liberté d'utiliser la connaissance dispersée, elle ne rétrécit pas seulement la sphère d'action personnelle, mais affaiblit également la capacité d'adaptation et la vitalité de la société elle-même. La défense de la liberté par Hayek n'est donc pas seulement un appel moral, mais un argument pragmatique concernant les conditions nécessaires à l'épanouissement des sociétés complexes. Démanteler les effets néfastes d'une centralisation excessive et cultiver les conditions pour des ordres spontanés plus résilients n'est pas une tâche simple, car elle nécessite un changement fondamental de perspective et le dépassement de résistances profondément enracinées. Il ne s'agit pas d'abolir toute forme d'autorité centrale ou de planification, Hayek reconnaissait la nécessité d'un cadre juridique et institutionnel stable fourni par l'État, mais de redéfinir le rôle approprié de cette autorité et de libérer le potentiel créatif des interactions décentralisées. Une stratégie centrale consiste à promouvoir le principe de subsidiarité, c'est-à-dire à transférer le pouvoir décisionnel aux niveaux les plus bas possibles, où la connaissance est la plus abondante et où les conséquences des décisions sont ressenties le plus directement. Cela comprend non seulement la décentralisation administrative, mais aussi la création d'espaces pour une véritable autonomie des communautés locales, des associations volontaires et des individus dans la gestion de leurs propres affaires, de l'éducation et de la sécurité à la planification urbaine et à la gestion des ressources naturelles. Le renforcement des institutions intermédiaires, familles, communautés, églises, clubs, entreprises, qui font le lien entre l'individu et l'État, est crucial pour créer un tissu social riche et auto-organisé, capable de résoudre les problèmes sans recourir constamment à une intervention centrale. Une autre stratégie fondamentale est la réforme du système juridique lui-même, en s'éloignant d'une législation discrétionnaire et détaillée qui tente de microgérer les résultats, et en se rapprochant de l'idéal de la rule of law, état de droit, au sens hayekien. Un système de règles générales, abstraites, connues et appliquées de manière égale à tous, y compris au gouvernement lui-même. Ces règles devraient définir clairement les droits de propriété, les obligations contractuelles et la responsabilité des dommages, créant un cadre stable et prévisible dans lequel les individus peuvent poursuivre leurs propres projets et coordonner leurs actions de manière pacifique et productive. L'objectif n'est pas de dicter aux gens ce qu'ils doivent faire, mais d'établir les règles du jeu, qui permettent l'émergence d'un ordre bénéfique. Cela nécessite de limiter le pouvoir législatif et réglementaire, de résister à la tentation d'intervenir à chaque problème perçu par de nouvelles lois et de nouveaux décrets, qui génèrent souvent des conséquences imprévues et faussent les signaux du marché. La clarté et la simplification des réglementations sont essentielles pour réduire la complexité artificielle qui favorise les intérêts particuliers et étouffe l'initiative individuelle. Dans la sphère économique, la stratégie consiste à libérer le système de prix afin qu'il puisse remplir sa fonction de communication et de coordination. Cela signifie réduire les barrières à l'entrée sur les marchés, éliminer les subventions et les privilèges qui faussent la concurrence, assurer une monnaie stable, un point crucial pour Hayek, qui considérait l'inflation comme l'une des formes d'intervention gouvernementale les plus destructrices, et permettre aux profits et aux pertes de signaler le succès ou l'échec des initiatives entrepreneuriales. Il s'agit d'accorder une plus grande confiance au processus de découverte du marché, même si ces résultats ne correspondent pas toujours aux préférences des planificateurs ou aux notions préconçues de justice sociale. L'éducation joue un rôle clé dans ce démantèlement. Il est nécessaire de diffuser une compréhension plus profonde de la nature des ordres spontanés, des limites de la connaissance humaine et des dangers de l'arrogance constructiviste. D'enseigner l'économie non seulement comme un ensemble d'outils de gestion macroéconomique, mais comme une étude de la coordination décentralisée et de l'action humaine dans un monde de rareté et d'incertitude. De promouvoir une pensée critique à l'égard des récits qui naturalisent la centralisation et obscurcissent les alternatives. Cela soulève une question délicate. Comment mettre en œuvre ces réformes dans des systèmes politiques démocratiques, où la pression pour l'intervention et la redistribution est constante et où les avantages de la centralisation pour certains groupes sont concentrés, tandis que ses coûts sont diffus? Hayek était sceptique quant à la capacité d'une démocratie illimitée à préserver la liberté et l'ordre spontané, plaidant pour des limitations constitutionnelles au pouvoir de la majorité.
indépendamment de la faisabilité de ces propositions constitutionnelles spécifiques, telles que la démarchie, le défi demeure. Comment créer des mécanismes institutionnels qui protègent l'ordre spontané contre l'érosion continue par des politiques discrétionnaires? Peut-être que la réponse ne réside pas seulement dans des réformes institutionnelles descendantes, mais aussi dans la culture d'une culture civique qui valorise la liberté individuelle, la responsabilité personnelle, la coopération volontaire et une saine méfiance à l'égard du pouvoir centralisé. C'est un projet à long terme qui implique non seulement des changements juridiques et économiques, mais une transformation de la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes et la société. Le démantèlement des effets d'une centralisation excessive est en fin de compte un acte d'humilité épistémique, une reconnaissance des limites de notre propre connaissance et une plus grande confiance dans la sagesse émergente des interactions libres entre des individus responsables. Mécanisme caché 1. Le problème irréductible de la connaissance dispersée. Approfondissement. La critique de la planification centrale par Hayek repose, dans son essence la plus profonde, sur la reconnaissance d'une caractéristique fondamentale de la condition humaine en société: la dispersion inévitable de la connaissance pertinente pour la coordination économique et sociale. Ce n'est pas un problème technique qui peut être résolu par des ordinateurs plus puissants ou des algorithmes plus sophistiqués. C'est un problème épistémique fondamental, intrinsèquement lié à la nature même de la connaissance que nous utilisons pour naviguer dans le monde et interagir avec les autres. Hayek a fait une distinction cruciale entre la connaissance scientifique ou théorique, qui peut être codifiée, centralisée et relativement facilement transmise, et la connaissance des circonstances particulières de temps et de lieu. Ce dernier type de connaissance est vaste, fragmentaire, contextuelle, souvent tacite, difficile à exprimer avec des mots, et éphémère. Elle comprend la connaissance qu'un commerçant a de ses clients et de ses fournisseurs, les compétences d'un artisan dans l'utilisation de ses outils et de ses matériaux, les observations d'un agriculteur concernant les conditions locales du sol et du climat, l'intuition d'un entrepreneur concernant une opportunité de marché encore inexploitée, la compréhension qu'un habitant a de la dynamique de son quartier. C'est à la fois un savoir-faire, know-how, et un savoir-quoi, know-it. Aucun planificateur central, aussi brillant ou bien équipé soit-il, ne peut espérer rassembler et traiter cette masse colossale et hétérogène d'informations en temps voulu pour prendre des décisions efficaces concernant l'allocation de millions de ressources rares afin de satisfaire des milliards de besoins et de désirs en constante évolution. Tenter cela implique inévitablement une simplification grossière de la réalité, une abstraction qui ignore des détails cruciaux connus uniquement des acteurs locaux. Le planificateur est contraint d'opérer avec des moyennes statistiques, des catégories larges et des modèles simplifiés qui ne rendent pas compte de la complexité et de la granularité du monde réel. Les décisions prises sur la base de ces informations tronquées seront au mieux sous-optimales, au pire désastreuses. Prenons l'exemple d'une tentative de planification centrale de la production agricole d'un pays. Le planificateur peut avoir accès à des données sur la production passée, des estimations de la demande, des informations sur les technologies disponibles et les conditions climatiques générales. Cependant, il ne peut pas savoir quelle variété spécifique de semences est la mieux adaptée à un microclimat donné, quelle technique d'irrigation est la plus efficace pour un type de sol particulier, quand exactement semer ou récolter pour maximiser les rendements d'une ferme spécifique, ni comment réagir à une infestation inattendue affectant une seule région. Ce sont les agriculteurs individuels, avec leur expérience pratique et leur connaissance locale, qui possèdent ces informations cruciales. Un système qui permet aux agriculteurs de prendre leurs propres décisions en fonction des signaux de prix, reflétant la demande de leurs produits et le coût des intrants, et de leur connaissance locale sera beaucoup plus efficace et adaptable qu'un système qui leur impose des quotas de production et des méthodes standardisées fixées par un bureaucrate éloigné. La beauté du système de prix, dans la perspective de Hayek, réside précisément dans sa capacité à fonctionner comme un mécanisme de communication économe en connaissance. Les prix transmettent des informations essentielles sur la rareté relative des biens et services de manière concise et utile, sans qu'il soit nécessaire que quiconque connaisse tous les détails sous-jacents. Lorsqu'un prix d'une ressource augmente, il signale à tous les utilisateurs potentiels que cette ressource est devenue plus rare, peut-être en raison d'une nouvelle demande, d'une interruption de l'approvisionnement ou de la découverte d'une utilisation plus précieuse ailleurs, les incitant à l'économiser ou à rechercher des substituts, même s'ils ignorent la cause exacte de l'augmentation. De même, les profits et les pertes agissent comme des signaux orientant les ressources vers les utilisations les plus valorisées par les consommateurs, récompensant ceux qui anticipent et satisfont le mieux les besoins des autres, et punissant ceux qui gaspillent des ressources. Ce processus décentralisé de découverte, guidé par les prix, permet une coordination spontanée de millions de plans individuels, atteignant une complexité et une capacité d'adaptation qu'aucun plan central ne pourrait reproduire. Tenter de remplacer ce mécanisme par des ordres directs ou un système de prix géré par l'État détruit cette fonction de communication. Les prix fixés artificiellement ne reflètent pas la rareté réelle, entraînant la formation de files d'attente et de pénurie, s'ils sont fixés en dessous du niveau du marché, ou de surplus et de gaspillage, s'ils sont fixés au-dessus. Sans de véritables signaux de prix, le calcul économique devient impossible, comme Mises l'avait déjà souligné. Mais pour Hayek, le problème est encore plus profond.
Même s'il était possible de calculer sur la base de données centralisées, ce dont il doutait, les informations fondamentales sur les circonstances particulières de temps et de lieu resteraient inaccessibles aux planificateurs. L'ordre de marché spontané n'est pas seulement un mécanisme de calcul, il est avant tout un processus de découverte et d'utilisation de la connaissance dispersée. Ignorer cette dimension épistémique est une fatale arrogance qui voue à l'échec les projets de contrôle central, non seulement en économie, mais dans tous les domaines de la vie sociale où la complexité et la dispersion de la connaissance sont dominants. La résilience des États géants est compromise non seulement par la corruption ou l'inefficacité bureaucratique, mais par cette incapacité fondamentale à accéder et à utiliser l'intelligence dispersée de la société même qu'ils prétendent gouverner. Mécanisme caché de l'illusion du calcul rationnel centralisé, approfondissement. Étroitement lié au problème de la connaissance dispersée se trouve l'argument de mise, approfondi par Hayek, concernant l'impossibilité du calcul économique rationnel dans le socialisme ou tout système global de planification centrale. Il ne s'agit pas d'une critique des capacités mathématiques ou informatiques des planificateurs, mais du manque d'outils conceptuels et informationnels nécessaires pour effectuer un tel calcul de manière significative. Le cœur du problème réside dans l'évaluation des biens capitaux ou des facteurs de production, terre, travail, machines, matières premières. Dans une économie de marché basée sur la propriété privée, les biens capitaux sont achetés et vendus, générant des prix de marché qui reflètent leur rareté relative et leur contribution potentielle à la production de biens de consommation valorisés par les acheteurs finaux. Ces prix des facteurs de production permettent aux entrepreneurs de comparer les coûts des différentes méthodes de production et de choisir celles qui utilisent les ressources rares de la manière la plus économique, c'est-à-dire qui satisfont les besoins les plus urgents des consommateurs au moindre sacrifice d'autres possibilités. Par exemple, un constructeur peut choisir entre employer plus de travailleurs et moins de machines, en comparant les salaires et les coûts de location ou d'achat des machines. Il peut décider d'utiliser de l'acier ou du bois comme matériaux de construction, en comparant leurs prix relatifs et leurs propriétés techniques. Ces choix, multipliés par des millions d'acteurs économiques, garantissent que les ressources sont dirigées là où elles sont les plus productives, conformément à l'évaluation de la demande finale des consommateurs. Dans un système socialiste, où les moyens de production sont la propriété collective, en pratique contrôlée par l'État, il n'existe pas de marché pour les biens capitaux. Les machines, les usines et les matières premières ne sont pas achetées et vendues, elles sont allouées administrativement par un organe de planification centrale. Sans transaction de marché, de véritables prix pour ces biens ne peuvent émerger. Le planificateur central peut savoir combien de tracteurs ou de tonnes d'acier existent, il peut avoir des informations techniques sur leur capacité, mais il n'a aucun moyen de déterminer leur valeur économique relative. Combien vaut un tracteur par rapport à l'acier, aux heures de travail ou au blé qu'il pourrait aider à produire? Sans prix de marché servant de dénominateur commun, ces comparaisons sont impossibles. Le planificateur est réduit à prendre des décisions basées sur des quantités physiques, calculs en nature, ou des valeurs arbitraires attribuées aux biens capitaux. Tenter d'utiliser des quantités physiques conduit à des problèmes insolubles. Des projets erronés sont lancés, des technologies inappropriées sont utilisées, des biens inadéquats sont produits en quantités incorrectes. Le gaspillage massif de ressources devient endémique. L'histoire des économies planifiées centralement du XXe siècle, telles que l'Union soviétique et ses satellites, fournit de riches preuves empiriques de cette inefficacité. Malgré la mobilisation d'énormes ressources et la réalisation d'exploits techniques dans des domaines prioritaires, tels que l'industrie de l'armement ou l'exploration spatiale, ces économies ont été notoirement incapables de satisfaire les besoins fondamentaux de leurs citoyens, souffrant de pénuries chroniques de biens de consommation, de mauvaise qualité, d'un manque d'innovation et de dégradation environnementale. La main visible du planificateur s'est avérée beaucoup moins capable de coordonner la production que la main invisible du marché. Il est crucial de comprendre que ce problème de calcul ne se limite pas au système purement socialiste. Il se manifeste, à des degrés divers, chaque fois que l'intervention de l'État ou la planification centrale remplace ou fausse significativement les signaux de prix du marché. Le contrôle des prix, les subventions, les réglementations excessives, la planification industrielle sectorielle, toutes ces mesures interfèrent avec la capacité du système de prix à orienter une allocation rationnelle des ressources. Même dans les économies nominalement capitalistes, l'expansion du secteur public et de l'intervention gouvernementale peut créer des îlots de chaos calculatoire, où les décisions sont prises sur la base de critères politiques ou bureaucratiques, et non sur de véritables signaux économiques. Prenons l'exemple des grands projets d'infrastructures décidés par les gouvernements. Souvent, l'analyse coût-avantage est faussée par des considérations politiques, sous-estimant les coûts et surestimant les avantages pour justifier des projets qui ne seraient pas viables économiquement. L'absence d'un véritable test de marché pour ces investissements conduit fréquemment à des éléphants blancs,
des projets coûteux et inutiles qui représentent un énorme gaspillage de ressources rares. L'illusion qu'un calcul rationnel est possible depuis le centre, ignorant la nécessité de véritables prix de marché basés sur la propriété privée et l'échange volontaire, est un puissant mécanisme caché qui soutient la pérennité des structures étatiques gigantesques et interventionnistes. La croyance en la capacité des experts à planifier l'économie ou la société de manière plus rationnelle que le processus de marché décentralisé ignore les conditions préalables informationnelles et institutionnelles d'un tel calcul. Sans la boussole des prix, le navire de l'État navigue à l'aveugle, voué à une trajectoire d'inefficacité et de gaspillage. Mécanisme caché 3, la dynamique perverse des incitations dans la centralisation, approfondissement. Outre les problèmes épistémiques, connaissances dispersées et calculatoires, absence de prix, les systèmes centralisés souffrent d'un défaut fondamental dans la structure des incitations qui façonnent le comportement des acteurs impliqués, des planificateurs au sommet aux responsables de production et aux travailleurs à la base. Dans un ordre de marché concurrentiel, les incitations sont largement alignées sur la satisfaction des besoins des consommateurs et l'utilisation efficace des ressources. Les entrepreneurs sont récompensés par des profits lorsqu'ils identifient et satisfont des besoins non satisfaits de manière plus efficace ou économique que leurs concurrents. Ils sont constamment menacés de pertes et de faillites s'ils échouent. Les travailleurs et les fournisseurs sont incités à être productifs et à offrir des biens et services de haute qualité pour conserver leur emploi ou leur activité. Les consommateurs, en choisissant où dépenser leur argent, guident le processus de production. Bien qu'imparfait, ce système crée une pression constante pour l'innovation, l'efficacité et la capacité à répondre aux changements de préférences et de technologie. Dans un système centralisé, cette structure d'incitation est radicalement modifiée et souvent pervertie. Les planificateurs centraux, même s'ils ont de bonnes intentions, ne sont pas soumis aux mêmes pressions concurrentielles et n'ont pas le même intérêt direct dans le succès économique des entreprises qu'ils contrôlent. Leurs incitations sont davantage liées au maintien et à l'expansion de leur propre pouvoir bureaucratique, à l'atteinte d'objectifs quantitatifs arbitraires fixés dans le plan, à la satisfaction de leurs supérieurs politiques ou à l'octroi de privilèges à des groupes d'intérêts bien connectés. La maximisation du bien-être général ou de l'efficacité économique devient un objectif secondaire, voire inexistant, par rapport à la survie et à l'avancement dans la hiérarchie bureaucratique. Les dirigeants d'entreprises d'État ou d'unités de production sont confrontés à un ensemble similaire d'incitations perverties. Leur rémunération et leur avancement professionnel dépendent moins de la satisfaction des clients ou de la rentabilité, qui souvent n'est même pas calculée de manière significative, et davantage de la réalisation des objectifs du plan, même si cela signifie sacrifier la qualité, ignorer la demande réelle ou accumuler des stocks inutiles. Il existe une forte incitation à négocier des objectifs faciles avec les planificateurs, à sous-estimer les capacités de production, à accumuler des ressources, main-d'œuvre, matières premières, comme forme d'assurance contre les ruptures d'approvisionnement ou les demandes inattendues du plan, et à résister aux innovations qui pourraient perturber les routines établies et rendre plus difficile l'atteinte des objectifs futurs. La célèbre anecdote soviétique de l'usine de clous qui atteignait son objectif de production en tonnes en ne produisant que des clous énormes et inutiles illustre parfaitement cette dynamique. Les travailleurs, quant à eux, ont peu d'incitation à être diligents ou innovants lorsque leurs salaires sont largement indépendants de leur productivité et qu'il n'y a pas de récompense tangible pour un effort supplémentaire ou une idée brillante. La sécurité de l'emploi, souvent garantie indépendamment des performances, peut conduire à l'apathie et à une faible productivité. L'absence d'alternatives d'emploi significatives dans un système monopolistique d'État réduit également le pouvoir de négociation des travailleurs et leur capacité à rechercher de meilleures conditions. Outre ces problèmes d'agence, où les intérêts des agents divergent des objectifs nominaux du système, la centralisation crée de vastes opportunités de recherche de privilèges, rent-seeking, et de corruption. Lorsque l'État contrôle l'allocation de ressources rares, l'accès aux licences, aux subventions, aux commandes gouvernementales et aux postes de pouvoir devient extrêmement précieux. Les individus et les groupes d'intérêt sont incités à détourner leurs efforts de la production de biens et services utiles vers des activités politiquement plus lucratives consistant à influencer les décisions du gouvernement en leur faveur. La concurrence sur le marché est remplacée par la concurrence pour les faveurs politiques. La corruption, des petits pots de vin pour obtenir des biens rares au grand schéma de détournement de fonds publics, devient endémique, sapant encore davantage l'efficacité et la légitimité du système. Cette dynamique perverse des incitations n'est pas accidentelle, elle est une conséquence logique de la concentration du pouvoir et de la suppression des mécanismes de rétroaction et de responsabilité du marché. Tenter de remplacer la poursuite de l'intérêt individuel sur le marché, qui, avec des règles appropriées, peut conduire à des résultats socialement bénéfiques, par la poursuite de l'intérêt public défini et mis en œuvre par des bureaucrates conduit, paradoxalement, à des formes d'égoïsme beaucoup plus destructrices, telles que la construction d'empires bureaucratiques et la recherche de privilèges. L'erreur ne réside pas nécessairement dans la moralité des individus impliqués, mais dans la structure institutionnelle elle-même, qui les incite à agir de manière collectivement irrationnelle. Considérez le cas général des systèmes de santé entièrement étatisés et centralisés. Bien que motivés par le noble objectif d'assurer un accès universel, ils souffrent souvent de longues listes d'attente, d'une faible qualité des soins, d'un manque d'innovation,
d'un rationnement caché et d'une démoralisation du personnel. Les médecins et les administrateurs ont peu d'incitation à être efficaces ou à répondre aux besoins des patients lorsque leur financement et leur carrière dépendent de budgets politiques et de règles bureaucratiques, et non de la satisfaction du client. Les patients, quant à eux, ont peu de choix et peu de voix au chapitre. L'absence de concurrence et de signaux de prix entrave l'identification et la correction des inefficacités. La dynamique qui en résulte est souvent la stagnation et une détérioration progressive de la qualité, malgré des dépenses croissantes. Ainsi, l'analyse des incitations révèle une autre couche de fragilité des systèmes centralisés. Même si les problèmes de connaissance et de calcul pouvaient être résolus par magie, la structure des incitations intrinsèquement liées à la centralisation aurait tendance à générer de l'inefficacité, du gaspillage, un manque d'innovation et de la corruption. L'absence de lien entre les intérêts individuels et les résultats socialement souhaitables est un mécanisme caché fondamental qui contribue à des performances médiocres et à l'insoutenabilité finale des États géants. Mécanisme caché 4, l'incapacité chronique d'adaptation dynamique, approfondissement. Le monde est un lieu de changement incessant. Les préférences des consommateurs évoluent, les technologies progressent, les ressources naturelles s'épuisent ou de nouvelles sources sont découvertes, les conditions climatiques fluctuent, les événements géopolitiques modifient les relations commerciales, et des chocs inattendus surviennent, tels que des pandémies ou des catastrophes naturelles. La capacité d'un système économique et social à s'adapter efficacement et en temps voulu à ces changements est cruciale pour sa résilience et son bien-être à long terme. C'est précisément dans cette dimension dynamique que les ordres de marché spontanés manifestent une supériorité significative sur les systèmes de planification centrale. L'ordre de marché, avec sa structure décentralisée, son système de prix flexible et ses incitations à l'innovation et à l'entrepreneuriat, est un mécanisme d'adaptation remarquablement puissant. Les changements dans les conditions d'offre ou de demande se reflètent rapidement dans les prix relatifs, signalant la nécessité d'ajustement à des millions d'acteurs indépendants. Les entrepreneurs recherchent constamment de nouvelles opportunités créées par ces changements, expérimentant de nouveaux produits, services et méthodes de production. La concurrence oblige les entreprises à s'adapter ou à disparaître. Le processus de destruction créatrice de Schumpeter, ou de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux remplace les anciens, assure un renouvellement constant et une réallocation des ressources des utilisations moins productives vers des utilisations plus productives. Cette adaptation n'est planifiée ni coordonnée par une autorité centrale, elle émerge organiquement des réactions et des interactions individuelles sur le marché. C'est un processus d'essai et d'erreur, une découverte continue, qui permet au système d'absorber les chocs et d'exploiter de nouvelles opportunités de manière flexible et efficace. En revanche, les systèmes planifiés centralement sont par nature rigides et lents à s'adapter. Le processus même d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan global est chronophage et complexe, ce qui rend difficile une réponse rapide à des événements imprévus ou à des changements de circonstances. Les plans sont basés sur des informations et des hypothèses qui deviennent rapidement obsolètes. La structure hiérarchique de la bureaucratie crée de nombreux niveaux d'approbation et de veto, retardant la prise de décision et la mise en œuvre des corrections. Les informations sur les changements dans les conditions locales doivent remonter la hiérarchie, être traitées et agrégées, et de nouvelles directives doivent redescendre, ce qui est un processus lent et sujet à des distorsions et à une perte d'informations. La résistance au changement est une autre caractéristique inhérente aux bureaucraties centralisées. Comme mentionné précédemment, les incitations des planificateurs et des gestionnaires favorisent souvent la stabilité et la prévisibilité au détriment de l'innovation et de l'adaptation. Des changements significatifs peuvent menacer des positions de pouvoir établies, rendre des compétences obsolètes ou nécessiter des révisions impopulaires des objectifs et des procédures. Il existe une tendance naturelle au conservatisme et à l'inertie. L'absence de pression concurrentielle supprime l'un des principaux moteurs de l'adaptation. Les entreprises d'État monopolistiques ne sont pas confrontées à la menace d'être dépassées par des concurrents plus agiles ou innovants. Elles peuvent se permettre d'ignorer les nouvelles technologies ou les changements dans les préférences des consommateurs pendant de longues périodes, ce qui conduit à une stagnation technologique et à l'inadéquation des produits. L'histoire de l'industrie automobile soviétique, avec ses modèles obsolètes et de mauvaise qualité maintenus pendant des décennies, en est un exemple classique. Cette incapacité d'adaptation dynamique rend les systèmes centralisés particulièrement vulnérables aux chocs externes et aux changements structurels à long terme. Face à une crise inattendue, telle qu'une chute brutale des prix d'une matière première d'exportation clé ou une percée technologique, ils ont du mal à ajuster efficacement l'allocation des ressources et la structure de production. La rigidité du plan et la lenteur de la réaction bureaucratique peuvent amplifier les effets négatifs du choc, entraînant des crises économiques plus profondes et plus longues. À plus long terme, l'incapacité à suivre le rythme de l'innovation technologique et des changements dans les préférences mondiales conduit à une perte de compétitivité et à un déclin économique relatif. Pensons aux défis de la transition énergétique et du changement climatique. Une approche de marché, utilisant des mécanismes tels que la tarification du carbone ou des incitations aux énergies renouvelables, permet à des millions de consommateurs et de producteurs d'expérimenter et de découvrir les solutions les plus efficaces et les plus économiques en matière de réduction des émissions et d'adaptation aux impacts climatiques. De nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux peuvent émerger et concurrencer librement.
En revanche, une approche basée sur la planification centrale, où le gouvernement tente de dicter les technologies à utiliser, les industries à favoriser et la manière dont la transition doit se dérouler, comporte un risque beaucoup plus élevé de choisir les mauvais gagnants, d'investir dans des technologies inefficaces, de créer de nouvelles dépendances et d'étouffer des innovations inattendues. La complexité et l'incertitude liées à la transition énergétique rendent la planification centrale particulièrement inadéquate. La rigidité et la lenteur d'adaptation des systèmes centralisés ne sont pas seulement des problèmes de mise en œuvre. Elles sont des conséquences inévitables de la tentative de remplacer un processus de découverte décentralisé et évolutif par un mécanisme de contrôle intentionnel et hiérarchique. En étouffant l'expérimentation, la concurrence et la flexibilité des prix, la planification centrale détruit la capacité même du système à apprendre et à s'adapter au fil du temps. Cette incapacité chronique à faire face aux changements dynamiques est un mécanisme caché fondamental qui compromet la viabilité à long terme des États géants et des structures excessivement centralisées, les rendant progressivement plus fragiles et obsolètes dans un monde en constante évolution. Le voyage à travers la critique hayekienne de la centralisation nous révèle un paysage intellectuel complexe et parfois contre-intuitif. Nous remettons en question l'idée réconfortante, mais illusoire, que l'ordre social nécessite un architecte central, un chef d'orchestre dirigeant l'orchestre de la société à partir d'une partition prédéfinie. Au lieu de cela, Hayek nous présente l'image d'un ordre spontané, un cosmos, qui émerge des interactions d'individus libres, guidés par des règles générales et les signaux impersonnels du système de prix. Cet ordre n'est pas chaotique, mais se caractérise par une complexité et une capacité d'adaptation qui dépassent les capacités de tout esprit ou comité de planification. Nous avons vu comment la tentative de remplacer cet ordre spontané par un ordre créé, taxi, caractéristique des États géants et des bureaucraties centralisées, se heurte inévitablement à des obstacles fondamentaux et insurmontables. Le premier, et peut-être le plus important, est le problème de la connaissance dispersée. Les informations nécessaires à une coordination rationnelle n'existent tout simplement pas sous une forme centralisée, mais sont ancrées dans les esprits et les expériences de millions d'individus. Ignorer cette réalité épistémique est au cœur de la fatale arrogance du constructivisme. Le deuxième obstacle est l'impossibilité d'un calcul économique rationnel en l'absence de véritables prix de marché pour les biens capitaux, ce qui est une conséquence directe de l'abolition ou de la suppression de la propriété privée et de l'échange volontaire. Sans la boussole des prix, l'allocation des ressources devient arbitraire et inefficace. Troisièmement, la structure même des incitations de la centralisation s'avère perverse, récompensant le conformisme bureaucratique, la recherche de privilèges et la résistance à l'innovation, au lieu de l'efficacité, de la satisfaction du client et de l'esprit d'entreprise. Enfin, la rigidité inhérente des systèmes planifiés les rend chroniquement incapables de s'adapter aux changements dynamiques et aux chocs inattendus, compromettant leur résilience et conduisant à une stagnation à long terme. Ces mécanismes cachés, dispersion de la connaissance, impossibilité du calcul, incitation perverse et incapacité d'adaptation, agissent en synergie, expliquant pourquoi les tentatives ambitieuses d'ingénierie sociale et de planification économique centrale, malgré des intentions nobles affichées, conduisent si souvent à l'inefficacité, au gaspillage, à la perte de liberté, dans les cas extrêmes, à l'effondrement. Le secret de la fragilité des États géants ne réside pas seulement dans des manquements moraux ou une incompétence individuelle, mais dans une incompatibilité fondamentale entre la logique de la centralisation et la nature de la réalité sociale et économique. Quelle est donc la voie à suivre? L'analyse de Hayek n'offre pas un manuel détaillé, mais un ensemble de principes directeurs qui permettent de repenser nos relations avec le pouvoir, l'ordre et la liberté. La première étape est une dose d'humilité épistémique. Reconnaître les limites de notre propre connaissance et se méfier des grandes solutions qui promettent de remodeler la société à partir de zéro. Nous devrions chérir la sagesse contenue dans les traditions, dans les institutions qui ont évolué spontanément, et dans la connaissance tacite ancrée dans les pratiques locales. La deuxième étape consiste à affirmer la primauté de la liberté individuelle, non seulement comme un droit moral, mais comme une nécessité fonctionnelle pour la découverte et l'adaptation. Cela signifie défendre un état de droit fort, avec des règles générales, abstraites et prévisibles qui protègent la propriété, les contrats et la sphère d'autonomie personnelle, limitant le pouvoir discrétionnaire du gouvernement. La troisième étape consiste à libérer le potentiel des ordres spontanés en supprimant les obstacles à la concurrence, en permettant aux prix de fonctionner comme des signaux et en promouvant la subsidiarité, c'est-à-dire en transférant le pouvoir décisionnel au niveau les plus bas possible. Il s'agit de cultiver des écosystèmes où la coopération volontaire, l'esprit d'entreprise et la résolution de problèmes ascendantes peuvent s'épanouir. Cela ne signifie pas un état minimal ou inexistant, mais un État concentré sur ses fonctions essentielles de maintien de la paix, de la justice et d'un cadre stable pour les interactions sociales, au lieu de tenter de diriger et de contrôler tous les aspects de la vie. Adopter cette perspective transformatrice exige le courage intellectuel de remettre en question les dogmes établis et la volonté politique de résister aux sirènes de la centralisation et du contrôle. C'est une voie qui reconnaît la complexité irréductible du monde et fait confiance à la capacité des individus libres et responsables de trouver des solutions innovantes et adaptatives aux défis auxquels ils sont confrontés.
En révélant les mécanismes cachés qui minent les projets de contrôle total, Hayek ne nous offre pas le désespoir, mais un espoir fondé sur une compréhension plus profonde de la manière dont la liberté et la prospérité peuvent émerger, non pas malgré notre ignorance, mais précisément à cause d'elle, grâce à la magie décentralisée de l'ordre spontané. Le véritable art de gouverner, peut-être, ne consiste pas à commander, mais à cultiver les conditions de l'épanouissement de l'auto-organisation.